bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais présenter, je suis Walid Atala, donc de l'association de Palestiniens en Île-de-France. Et c'est un grand plaisir de présenter l'histoire de la Palestine parce que souvent on présente une histoire hachée, non complète. Au moins là, je vais retracer l'histoire de la Palestine à partir de, disons, la fin de l'Empire ottoman en Palestine, 1917 jusque 1993, c'est-à-dire la veille des accords d'Oslo. Voilà, qui après ça fera l'objet d'une autre partie donc de présentation. Pour l'histoire de la Palestine, à la fin, disons à la fin de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, c'est sous l'influence de deux principales raisons qu'il y a eu l'occupation et la colonisation de la Palestine jusqu'à aujourd'hui. La première raison, ce sont les visées impérialistes, les grandes puissances impérialistes de l'époque, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, qui, voyant l'Empire ottoman décliner, ont bien sûr voulu prendre la place de cet empire au Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est-à-dire aujourd'hui qui compte la Palestine occupée, le Liban, la Syrie, l'Irak. Voilà, c'est cette région-là, avec aussi une partie de la Turquie, le sud de la Turquie. Et bien sûr l'Égypte. L'Égypte et tous les pays du bassin méditerranéen, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Donc concernant la Palestine, voilà, ça c'est une des grandes causes de l'occupation de la Palestine. La deuxième, c'est en Europe l'antijudaïsme qui à l'époque sévissait et d'une façon assez sévère. Par exemple, il y avait en Europe de l'Est des pogroms, c'est-à-dire des massacres de juifs dans certaines régions. Il y avait en Europe aussi un antisémitisme, un antijudaïsme déclaré et donc sans aucun frein moral. En partant par exemple de l'affaire Dreyfus. Dreyfus, qui est un officier de l'armée française, juif, qui a été accusé de trahison, etc. Et donc pour commencer à ce moment-là, comment dire, il y avait en France un correspondant, un journaliste de l'Empire austro-hongrois, qui s'appelle Theodor Herzl, donc qui couvrait l'affaire Dreyfus pour son journal à Vienne à l'époque. Donc Herzl est un citoyen de l'Empire austro-hongrois, d'origine hongroise et juif, mais bon, il n'était pas très pratiquant, disons, et il était de la classe moyenne bourgeoise à l'époque viennoise, et il vivait très bien là-bas. Voilà. Donc, et c'est au moment de cette affaire Dreyfus, quand il y a eu le verdict, donc contre l'officier Dreyfus, et la dégradation à l'école militaire et les cris de mort aux juifs, pour lui ça a été un choc, et il s'est dit
ben, s'il peut arriver quelque chose comme ça dans la France de la Révolution et des Lumières, donc dans ce cas-là, les Juifs n'auront de sécurité nulle part. Donc, à ce moment-là, quand il était à Paris, en 1895, il s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel et il a écrit un livre qui s'appelle « L'État des Juifs ». Ce n'est pas l'État juif, il a écrit l'État des Juifs. Et il n'a pas donné une version religieuse à la question de créer un État juif. C'était pour lui l'idée de créer un foyer, un refuge, un État pour regrouper les Juifs du monde entier. Voilà. Donc, ce sont les deux grandes causes qui ont abouti, et même au travers du XXe siècle, avec le génocide, qui a renforcé encore ce sentiment de vouloir trouver un État refuge, etc., qui ont contribué à la situation de l'occupation et de la colonisation de la Palestine aujourd'hui. Pour parler de la Palestine, historiquement la Palestine, qui est géographiquement à la croisée de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, avec pas loin le canal de Suez. Donc c'est historiquement un carrefour de passage des civilisations, des invasions, etc. Il y a eu au temps de l'Égypte des pharaons, il y a eu le passage des Hittites, le passage des... cette région a toujours vécu les Perses, voilà. À partir du Moyen-Âge, il y a eu les premières croisades qui ont voulu occuper la région en libérant Jérusalem des mains des Sarrasins, donc à l'époque des méchants musulmans. Voilà, c'était ça il faut savoir qu'historiquement, la Palestine, c'est une terre sainte pour les 3 grandes religions monothéistes, parce que la religion juive, entre autres, est née sur cette terre. Il y a eu ensuite la religion chrétienne et l'islam. Donc, à travers les siècles, les juifs, les musulmans, les chrétiens ont toujours vécu ensemble, cohabité, coexisté, et même ils se mariaient entre eux. Il n'y avait pas d'atmosphère ni anti-judaïque ou contre l'un ou l'autre. Ça a été et c'est toujours cet esprit de tolérance et de coexistence qui prévaut en Palestine jusqu'à aujourd'hui. Avant, il y a eu les périodes aussi de cananéennes, les Phéniciens, enfin bon, il y a eu tout un tas de civilisations qui sont nées là-bas et qui, etc. Mais la principale chose, c'est que les 3 grandes religions coexistaient, cohabitaient, et il n'y avait pas de problème entre eux. Aujourd'hui encore, il y a des Palestiniens qui sont de religion juive, chrétienne et musulmane. Donc, ce fil de coexistence ne s'est jamais interrompu
Et ce que je dis là, c'est important à comprendre parce que le sionisme, le mouvement sioniste qui a dynamisé Theodor Herzl, il a eu pour première fonction de diviser. Donc, sous l'impulsion de la volonté des grandes puissances impérialistes de récupérer les morceaux de l'Empire ottoman dans cette région, il y a eu une entente en 1916 qui s'appelle l'accord Sykes-Picot, Picot étant un français et Sykes étant un anglais. Donc les deux représentent les intérêts des deux grandes puissances de l'époque. Donc en 1916, ils se sont réunis donc, pour définir le partage et donner à l'un et à l'autre chacun un bout de territoire. Le Liban est revenu, le Liban et la Syrie sont revenus à la France, et la Palestine avec la Jordanie à côté et l'Irak sont revenus à l'Angleterre. Les pays du Golfe aussi sont revenus aussi à l'Angleterre. L'Égypte est occupée aussi par les Anglais. Donc c'est une emprise très importante des deux empires sur cette région. Voilà. Et d'ailleurs, les Anglais, avec le fameux Lawrence d'Arabie, qui n'est autre qu'un espion travaillant pour les intérêts anglais, a travaillé avec les tribus arabes dans la région pour se soulever contre l'Empire ottoman. C'est ce qui a été appelé la Grande Révolution arabe contre l'occupation anglaise, qui a finalement contribué à chasser l'Empire ottoman de cette région. Officiellement, les Anglais occupent la Palestine en décembre 1917. Donc les troupes anglaises rentrent à Jérusalem occupées en 1917. Il faut savoir que à partir du livre de Theodor Herzl, L'État des Juifs, donc Theodor Herzl a commencé à créer un lobby de pression pour réaliser cet objectif. En cherchant dans la communauté juive en Europe des appuis pour ce projet. Donc ce projet, c'est donc créer un mouvement sioniste pour donc créer un État juif. Au départ, l'occupation de la Palestine n'était pas une priorité pour le mouvement sioniste, puisqu'il parle de l'Argentine dans son livre. Il y avait d'autres options, il y avait l'Argentine, il y avait l'Ouganda, il y avait Chypre, il y avait etc. Il y avait différentes possibilités, voilà, parce que en Argentine, il y avait aussi une importante communauté juive. Voilà, c'était, disons, des visées pour créer. Voilà. Et pour dire les visées de Herzl dès le début, concernant ce projet de création d'un refuge, d'un État juif, il parle pour le citer, il dit « Pour l'Europe, nous formerions là-bas un élément du mur contre l'Asie ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie. » Voilà, donc c'est
c'est clairement une visée bon, civilisatrice entre guillemets, mais puisqu'ils veulent combattre la barbarie. Donc les populations autochtones étant les barbares et eux apportant la civilisation. Donc tout ça, ça rentre bien dans le climat du 19e siècle où le colonialisme était une chose très répandue et cette visée de la civilisation contre la barbarie était très répandue, pas seulement pour la Palestine, mais pour d'autres régions dans le monde et d'autres colonisations en Afrique ou ailleurs. Hein, c'était pas... voilà. Donc, en l'occurrence, après quelque temps, il commence à se focaliser sur la Palestine et à nommer plus précisément les choses. Et donc le mouvement sioniste apparaît. Ça vient du mot Sion. Sion, c'est le nom d'une des collines de Jérusalem. Donc le mouvement sioniste, c'est le retour vers la Terre Sainte et vers Jérusalem. Voilà, c'est dans ce sens que se crée ce mouvement, qu'il se développe. Et en 1897, Herzl, après avoir fait un démarchage assez important au sein de la communauté juive ou d'autres, il appelle à un congrès, le premier congrès pour le mouvement sioniste. Au départ, il voulait le tenir en Allemagne, mais la communauté juive là-bas, avec ses rabbins, a dit qu'il ne voulait pas l'accueillir. Et c'est finalement en Suisse, à Bâle, que se tient le premier congrès sioniste de l'histoire. Donc pour rappeler aussi quels étaient dès le début, 1895, c'est important à rappeler parce que et rappeler les termes qu'a utilisé Herzl, qui sont toujours les termes utilisés aujourd'hui. Il parle de la terre promise, puisque pour les Juifs c'est la terre promise. Il dit car la terre promise doit d'abord être conquise. Donc il conviendra d'éviter tout excès de jubilation. Donc l'entreprise de conquête est apparue dès le début. Qu'il fallait que dans les objectifs du mouvement sioniste, il fallait s'armer et conquérir cette terre. Donc après, dans ce livre, il parle il dit qu'en fait, le fait de créer un État ou un refuge pour les Juifs, ça serait une occasion pour les antisémites, les anti-juifs en Europe, de se débarrasser de leurs juifs et de les envoyer là-bas. Et donc là, dans un des paragraphes, il parle d'une souscription, de créer une souscription pour aider à la création de cet État, un emprunt. Et donc là, je le cite encore, il dit « Non seulement les petits juifs souscriront à cet emprunt, divisé en toutes petites parts, mais aussi les chrétiens désireux de se débarrasser des juifs. » Donc pour lui, il est clair que non seulement la volonté des juifs de partir de leurs états respectifs, mais aussi avec l'aide et l'argent des chrétiens ou autres qui sont contre les juifs dans ces pays-là. Donc cette question de ensuite il ira
en termes de démarchage et pour faire connaître cette volonté de créer un État juif, il ira par exemple en Angleterre, demander l'appui de la Grande-Bretagne dans ce sens. Il ira aussi en Russie à l'époque. Et pour lui, il est clair que c'est en fait le fait qu'il y ait des antisémites en Europe, c'est ce qui contribue en fait à débarrasser l'Europe de ces juifs pour les envoyer en Palestine. Voilà, donc ça c'est très, très important à rappeler parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a cette alliance entre les antisémites et le mouvement sioniste. Après, je vais rappeler, dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, même avant, un phénomène qui a été un peu mis de côté et oublié, donc l'alliance entre les nazis et les sionistes pour envoyer les juifs, en l'occurrence les juifs allemands, avec leurs biens et leurs capitaux en Palestine. Voilà donc à partir du congrès, du premier congrès sioniste en 1897, donc qui a l'appui de personnes reconnues, enfin bon, de notables à l'époque là-bas, et notamment du banquier Rothschild qui commence à aider à l'implantation de colonies en Palestine. Donc à la fin du 19e siècle, le mouvement sioniste a démarché le représentant de l'Empire ottoman qui n'a pas voulu, qui n'ont pas accepté l'implantation de colonies juives en Palestine et donc qui a refusé ces premières colonies, mais certains, à partir de l'occupation anglaise, l'occupant anglais va en fait commencer à confisquer certaines terres, des terres communales en fait, pas des terres de particuliers, mais des terres qui sont communales, qui appartiennent à la communauté là-bas, pour ensuite les vendre aux premiers colons. Et les Anglais vont changer même ils vont éditer une loi pour une loi spéciale pour pouvoir vendre à des personnes étrangères aux habitants de la région. Donc les Anglais, très tôt, commencent après avoir découpé le Moyen-Orient avec la puissance française, comme toute puissance occupante et impérialiste, ont des visées bien plus loin que 1 an, 5 ans, 10 ans. Ils ont des visées à très très long terme. Ils ont des visées permanentes en fait pour garantir leurs intérêts dans la région. Donc Herzl et ses successeurs ayant démarché le Royaume-Uni, donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu une concordance d'intérêts entre les intérêts anglais, impérialistes, et les intérêts du mouvement sioniste pour s'implanter en Palestine. Et c'est dans le congrès sioniste de 1905 que finalement le choix se portera définitivement sur la Palestine, parce que, entre autres, ils ont voulu utiliser la religion juive comme un ciment pour une future société là-bas. Mais le fait est qu'en Palestine, les Palestiniens, qui sont de culture arabe, sont aussi juifs, chrétiens, musulmans. Et les juifs de Palestine, qui sont là depuis plus de 2000 ans en fait, eux n'ont pas adhéré au mouvement sioniste.
et n'ont pas voulu adhérer. Et jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas voulu adhérer au mouvement sioniste. Pour eux, leur vie était là, en tant que Palestiniens, en tant qu'Arabes palestiniens. Et j'utilise l'expression arabe pour dire qu'il y avait des juifs arabes. En Égypte, il y a des juifs arabes. Au Liban, les Libanais arabes sont chrétiens, musulmans et juifs. En Irak, en Syrie, etc. Donc cette dimension, elle a été après changée par les sionistes. Les sionistes et leurs alliés qui ne veulent pas reconnaître ce caractère en fait civilisationnel. Les impérialistes, ils ont une devise, c'est diviser pour mieux régner. On divise en confession, un territoire en confession religieuse, selon la religion. On fait des cantons musulmans, chrétiens, et en plus, on peut créer encore des divisions à l'intérieur des divisions. Avec au Liban, par exemple, il y a une distinction concernant le pouvoir libanais, par exemple pour les sunnites, les chiites, les chrétiens, voilà quoi, c'est et en plus il y a les arméniens et en plus etc. Donc après les accords de division Sykes-Picot 1916, il y a eu la déclaration Balfour donc Lord Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères anglais de l'époque, qui, après avoir reçu les représentants du mouvement sioniste, a fait donc une déclaration donc pour approuver l'installation d'un foyer juif en Palestine. Et donc il dit: le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ainsi qu'aux droits et statuts politiques dont les juifs pourraient jouir dans les autres pays. Je vous serai reconnaissant de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Voilà. Cette déclaration, c'est clairement la naissance d'une alliance entre l'Empire britannique et le mouvement sioniste pour occuper la Palestine. Évidemment, il y a une contradiction énorme. Il dit il ne faudra pas porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine. Mais c'est contradictoire. Quand on veut encourager l'installation d'un mouvement colonial quelque part, il est certain que ça va toucher les intérêts des populations autochtones. Donc, après cette déclaration, le Lord Montagu, qui était un ministre anglais aussi à cette époque, a complètement refusé cette alliance et a clairement dit que la réalisation de cet objectif colonial allait porter préjudice aux communautés autochtones. Voilà. Donc à partir de là, l'Angleterre qui occupe la Palestine va évidemment tout faire pour, ils le disent, pour encourager, aider à tous les niveaux, économiquement,
militairement a installé les premières colonies en Palestine. Voilà, donc face à cette... et à partir de ce moment-là, il y a un mouvement de migration. Le mouvement sioniste organise une migration des Juifs d'Europe vers la Palestine. Avec la création des premières colonies. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les Anglais préemptent les terres communales palestiniennes et les donnent ou les vendent au mouvement sioniste. Et là se forment les premières colonies sionistes en Palestine. Les sionistes aussi achètent des terres de grands féodaux égyptiens, libanais et autres qui ont des terres aussi en Palestine. Donc, mis à part ça, très peu de terres de particuliers ont été vendues aux sionistes. Parce que certains nous disent, oui, mais vous les Palestiniens, vous avez vendu votre terre aux sionistes. Mais c'est pas vrai. Et je voudrais rappeler un chiffre. Selon la dernière étude qu'ont réalisé les Anglais, c'est-à-dire qui s'appelle Survey of Palestine, de 1947, ils disent que seulement 5,67% des terres de la Palestine historique ont été cédées au mouvement sioniste. C'est-à-dire qui ne représente pas grand-chose. La Palestine, c'est 27 000 km² à peu près. Donc, imaginez la surface ridicule où s'établissent les premiers colons sionistes. Et il faut les appeler les colons sionistes parce qu'ils sont là dans l'intention d'occuper et de coloniser la terre aux Palestiniens. Eux, ils s'appellent des colons juifs. Parce que, et là c'est important à comprendre ce masquage. On masque la colonisation par des termes. On dit colons juifs, mais en fait c'est des colons sionistes. Puisqu'en Palestine, il y a toujours eu des juifs. Et il y a toujours des juifs palestiniens qui refusent cette occupation. Ils ne sont pas sionistes, ils sont juifs, mais ils ne sont pas sionistes. Voilà, ça c'est important à dire et à redire. Et ça va avoir son importance, on va voir en 1947, quand la Palestine est partagée. Donc à partir de 1917, les Palestiniens, évidemment, qui voient ce mouvement de migration qui ramène les colons en Palestine et leur installation, et avec l'appui des Anglais, etc., les Palestiniens commencent à protester dès le début. Donc, en 1920, par exemple, il y a des manifestations à Jérusalem où 14 Palestiniens sont tués. À Jaffa, il y a 157 personnes qui sont tuées, 705 blessés. En 1921, il y a des émeutes en Galilée et il y a des attaques contre des colonies à Jaffa et là, il y a parmi les Palestiniens 47 tués. En 1925, il y a grève pour accueillir Lord Balfour, celui qui a en tant que ministre des Affaires étrangères, a promis la terre aux sionistes. Et après, en 1935, c'est le début de la grande révolte avec le cheikh Izz el-Din el-Qassam qui commence à organiser la lutte armée. Donc 1936, grève générale de 6 mois à Jaffa, qui est une des grèves générales, c'est-à-dire que les Palestiniens ont tout arrêté. Il faut imaginer, c'est-à-dire même au-delà de leurs intérêts personnels, ils ont tout arrêté. Ça a été une période très très dure pour eux. C'est une des grèves qui est parmi les plus grandes et plus longues de l'histoire, organisée donc au siècle passé. Et
donc, par exemple, dans le livre de Walid Reldi, qui s'appelle Avant leur diaspora, l'histoire des Palestiniens par la photographie de 1876 à 1948, qui décrit tous ces mouvements de révolte. Pendant cette période, il y a eu environ 3000 morts, 7000 blessés, 5000 détenus. Donc ça a été une période très dure pour les Palestiniens de lutte. Et une autre source que je cite aussi, c'est le Palestine Government Department of Land Settlement Village Statistics. Donc c'est le département anglais officiel qui recense donc toutes ces grèves, ces manifestations, et les morts, les blessés, les détenus, etc. Donc ce sont des chiffres officiels donnés par l'occupant anglais. Ce que je reprends dans ce document que j'ai écrit en 1993, juste avant les accords d'Oslo, qui reprend Palestine, une terre, un peuple, une histoire. Donc parler de l'histoire, parce que il y a toujours eu une volonté de toujours nier l'existence des Palestiniens sur cette terre, et le mouvement sioniste avait pour devise la Palestine est une terre sans peuple et nous sommes un peuple sans terre. Et ils avaient déjà dans leurs films, ils avaient des films de propagande, même en 1905, qu'ils diffusaient en Europe et ailleurs. Donc vous voyez déjà l'utilisation du cinéma, où ils montraient dans ces courts-métrages de propagande que la Palestine, par exemple, c'était des marécages, et qu'ils sont venus, ils ont commencé à assainir ces marécages, à construire des villes, etc. C'est comme ça que s'est construit cette légende et d'ailleurs, Théodore Herzl, dans son livre, il ne parle pas des Palestiniens. Il ne parle aucunement des Palestiniens qui habitent cette terre et de l'histoire de cette terre. Voilà, ceux qui veulent après cette brochure, elle est disponible. Ce qui est très important, c'est que toutes les citations, etc., il y a des références, il y a une bibliographie qui est citée, les pages, etc. J'ai présenté cette étude après au collège coopératif à Paris, c'était à Montrouge, qui a été supervisé qui est lié à la Sorbonne 3 et qui a été supervisé par des profs là-bas. Excuse-moi, je peux te demander, ils sont armés les colons à ce moment-là quand tu parles de la répression des... Oui, c'est les Anglais essentiellement qui font le maintien de l'ordre. J'y arrive. Alors la grande grève de 1936, qui dure de 1936 jusqu'à le début de la Première Guerre mondiale, la grande grève, c'est la révolte, hein. C'est pas que la grève, c'est la révolte armée, c'est l'affrontement direct entre les Palestiniens, l'occupant britannique et les sionistes. Cette révolte, elle avait 3 revendications. C'est l'arrêt de l'immigration juive en Palestine, l'arrêt de la vente des terres aux Juifs et l'instauration d'un gouvernement national palestinien autochtone. Voilà, c'est ça les grandes revendications, et qui aujourd'hui sont toujours les mêmes. Hein. C'est exactement la même chose, l'arrêt des colons, de l'arrivée des colons, etc. Et l'instauration d'un gouvernement national, c'est-à-dire pour un État national palestinien. Alors, les sionistes, ils sont armés dès le début, puisque
en 1917, la déclaration Balfour dit clairement que c'est une alliance et que le gouvernement britannique fera tout et utilisera tous les moyens à sa possession pour aider le mouvement sioniste à s'installer. Alors, deux photos qui illustrent ces... ça, c'est les... on voit défiler ensemble, c'est des escadrons communs de sionistes et de soldats britanniques qui s'appellent les SNS. Les SNS, c'est les escadrons spéciaux de nuit. Donc ils sont composés de sionistes juifs, et de britanniques qui furent organisés par ces derniers en 1938-39 pour les raids sur les villages palestiniens. Donc là on voit une patrouille de ces escadrons avec des soldats anglais ici en noir et puis les colons ici qui sont conduites par Ord Wingate. Alors Ord Wingate, c'est un officier britannique d'une brutalité peu commune qui créa les SNS et mit sa tactique au point sur les Palestiniens avant de l'utiliser contre les Italiens en Éthiopie et contre les Japonais en Birmanie durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comme devait le dire Moshe Dayan, qui a été un des dirigeants israéliens après, il a été lui-même formé par Wingate, donc à l'école coloniale anglaise, et il dit tout officier de l'armée israélienne est encore aujourd'hui un disciple de Wingate. Voilà, donc c'est pour vous dire que très tôt ils ont été entraînés, armés par les soldats britanniques. Et par exemple là, je vous montre une affiche. Donc une affiche de du mouvement sioniste. Donc pour eux, le Grand Israël, voilà, avec un fusil, donc c'est la conquête par les armes, le Eretz Israël, c'est-à-dire le Grand Israël. Ça, c'est une affiche de l'Irgun, qui est l'organisation militaire nationale juive d'Eretz Israël. Et donc, la carte englobe la Palestine historique, de la mer au fleuve Jourdain, avec la Jordanie. C'est-à-dire que pour eux, Israël, c'est tout ça. C'est pas simplement la Palestine historique. Voilà. Et d'ailleurs, cette carte, elle est reprise sur la monnaie israélienne jusqu'à aujourd'hui. La carte du Grand Israël, elle est reprise sur la monnaie israélienne, et cette même carte du Grand Israël figure à l'entrée du Parlement israélien, la Knesset, aujourd'hui, pour dire que l'objectif, c'est encore l'établissement du Grand Israël, donc qui englobe toute cette région-là. Et le drapeau israélien, qui est constitué par deux traits bleus avec une étoile de David à l'intérieur, les deux traits bleus, c'est le Nil et l'Euphrate. C'est-à-dire que le Grand Israël doit aller en englobant le Sinaï égyptien jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire jusqu'à l'Irak. Voilà, c'est ça les visées du mouvement sioniste, donc depuis le début. Depuis le début. Voilà, donc ce mouvement de révolte chez les Palestiniens, et là c'est très important à comprendre ce qui se passe chez les Palestiniens. Ce mouvement de révolte, il est mené par le Haut Comité arabe, qui représente les intérêts des Palestiniens à ce moment-là, et qui, sur le terrain,
ce qu'on appelle le mouvement de la guerre sainte. Harakat al-Jihad al-Muqaddas. Ce mouvement regroupe tous les Palestiniens de quelque confession que ce soit. Donc qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, palestiniens, ils sont ensemble contre l'occupation anglaise. Alors il s'appelle le mouvement de la guerre sainte parce que la Palestine, je l'ai rappelé, est une terre sainte. Les gens, ils sont pieux et dans la compréhension des religions, la guerre sainte, c'est normalement, il est interdit de tuer une personne selon les 10 commandements, mais si quelqu'un vous attaque, vous êtes en état de légitime défense, et donc vous êtes en droit de mener cette guerre sainte pour libérer votre territoire. Et ça, c'est quelle que soit votre religion. C'est-à-dire que les Palestiniens ne se regroupent pas ils se regroupent par rapport à un objectif national, de libérer leur territoire national de l'occupation sioniste et anglaise. Voilà, et donc la répression, elle a été terrible. Parce que l'armée anglaise, elle a utilisé tous les moyens en sa position, que ce soit l'aviation, l'artillerie, etc., pour mener ses raids. Et donc, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, avec l'aide des sionistes, ont réprimé très durement cette révolte, jusqu'à finalement même déporter certains détenus palestiniens aux Seychelles. Et donc, à l'intérieur de la Palestine, il y a eu des camps de détention, il y a eu... voilà. Ça, c'était cette grande période de révolte. Et ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et là, les Anglais ont même, après occupant ce territoire, ils ont pris des populations pour aller combattre les Allemands, etc. Donc à ce moment-là, les Anglais occupent l'Égypte, ils occupent la Palestine historique, de la mer au Jourdain, ils occupent la Jordanie, l'Irak et même certains pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Koweït, etc. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le génocide des Juifs, qui a renforcé le mouvement sioniste pour... donc l'idée du mouvement sioniste de créer un État juif comme un refuge contre les massacres des Juifs en Europe, etc. Alors, à ce moment-là, je vais un peu revenir en arrière, dans les années 30, puisque, comme on l'a vu, il y a eu, selon les fondements du sionisme, édité par Herzl, en disant que finalement, même les antisémites seront nos meilleurs alliés, c'est ce qu'il a dit. Et dans ce cadre-là, les sionistes, dans les années 30, ont utilisé cet antisémitisme en Europe pour emmener des juifs européens en Palestine. Et là, je vais parler de l'alliance entre les nazis et les sionistes. Les sionistes, à l'époque, il y avait Ben Gourion, il y avait
Ben Gourion, il y avait tout un tas de leaders à l'époque. Et c'est Tom Segev, qui est un journaliste écrivain israélien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le 7e million. Les Israéliens et le génocide. Donc il parle de cette alliance. Il parle de comment il y a eu ce rapprochement entre les sionistes et les nazis. Et les nazis, ils disent, Tom Segev dit, les Allemands comprirent que ce groupe avait pour objectif, pour but, d'établir un État fondé sur les principes totalitaires des régimes fascistes et nazis. Parce qu'ils séparent la population entre juifs et non-juifs. Donc déjà dans la société, faire cette séparation et donc utiliser la religion comme un référent pour cet État. Et donc les nazis et les sionistes établissent à ce moment-là un accord qui s'appelle la Havara, qui veut dire le transfert. La Havara, c'est en hébreu, qui veut dire le transfert des juifs allemands avec leurs biens et leurs capitaux vers la Palestine. Donc Tom Segev, dans son livre, décrit très bien, dans le détail, ce phénomène, cette alliance, comment s'organise cette migration des Juifs en Palestine. Et du côté nazi, celui qui sera responsable de l'organisation de ce transfert, c'est Eichmann. Adolf Eichmann. On a tous entendu parler de Eichmann, qui était quand même un des principaux dirigeants nazis de l'époque, un des bras droits de Hitler, et donc qui collaborait très étroitement avec l'establishment sioniste, dont Ben Gourion. Je dis ça parce que Eichmann, on va le retrouver après, dans les années 60, après la création de l'État d'Israël. Donc, pour faire un exemple, et pour renforcer le côté moral de l'établissement de l'État juif qui deviendra Israël, Ben Gourion, et c'est ce que dit Tom Segev dans son livre, pour se doté d'une moralité, il fait kidnapper par le Mossad Eichmann pour le juger à Jérusalem. Donc finalement Eichmann est jugé par rapport au génocide en Allemagne qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais personne ne parle de l'alliance qui avait eu lieu à l'époque entre les sionistes et les nazis pour faire émigrer, malgré eux, les Allemands juifs. En fait, eux, les Allemands juifs, ils voulaient rester chez eux, puisque c'était leur pays, l'Allemagne. Mais parce qu'il y avait tous, dans les années 30, la nuit de cristal, etc., toute cette période de violence contre les juifs, de violence ouverte. Donc, certains ont choisi par dépit d'aller s'installer en Palestine. Voilà, donc c'est important à rappeler, parce que ça dévoile la véritable nature du mouvement sioniste qui était prêt
à s'allier avec le diable pour pouvoir concrétiser cet objectif.